Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord avec nos trois invités aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Jacques Millard. Bonjour à vous. Ave Morituri Salutant. Évidemment, vous êtes le maire de Maison Lafitte, en duplex de Maison Lafitte d'ailleurs, et auteur de ce livre Bye Bye Démocratie. C'est publié chez Lafon Presse. Vous le montrez à l'image, d'ailleurs on pourra le voir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Excellent bouquin de Jacques Millard. Un beau cadeau de Noël, c'est ça. On va le dire comme ça. On est aussi avec nos autres invités. Jules Laurent, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio, rédacteur en chef de Frontières, le média. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le maire UDI de Mennecy dans le 91, vice-président de la région Île-de-France. Alors on va parler évidemment aujourd'hui... Président de l'EPFIF. C'est quoi l'EPFIF ? L'établissement public foncier d'Île-de-France. Mais il faut que j'ai un livre dédicacé pour Noël. Voilà. Où est-ce qu'on l'achète ? Écoutez, on va vous l'offrir, évidemment. Mais l'EPFIF, après, il faudrait qu'on arrête avec ces acronymes. Parce que pour le coup, l'EPFIF, on dirait un métier de l'éducation nationale. En fait, c'est l'établissement public c'est foncier mieux que ça. d'Île-de-France. C'est vrai. l'établissement appartenant à l'État qui a pour objectif d'acheter du terrain pour permettre la construction de logements. Et pour le coup, le foncier, on n'en parle jamais, mais c'est extrêmement important. Elle arrive en fanfare également. Ne vous prenez pas les pieds dans le tapis rouge, ma chère Sophie de Menton. Vous êtes la bienvenue Mais sur c'est Sud très Radio. gentil à vous. Et la pluie, la circulation et Anne Hidalgo me donnent quelques... Elle vous secondes de manquera retard. quand elle sera plus maire de Paris quand même, parce que vous allez perdre une excuse. Ça c'est vrai, mais je serai Ouais. à l'heure. Vous serez à l'heure. Enfin, elle est interdite de séjour à Maison Lafitte, je vous le dis. C'est pour ça. Allez, au programme aujourd'hui, un procès historique, celui du procès Pellico. Évidemment, la condamnation est tombée, 20 ans de réclusion criminelle contre Monsieur Pellico. Est-ce le procès du siècle? Tiens, en matière de violence sexuelle, on en parlera avec vous. On va revenir aussi sur une autre condamnation historique, c'est celle de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, un président de la République avec un bracelet électronique. C'était un sujet de blague avant, maintenant ça va devenir réalité. Il se tourne vers la Cour européenne, mais malgré tout, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'aussi c'est la fin définitive, catégorique des années Sarkozy, lui qui avait essayé plusieurs fois de revenir dans la politique et qui donnait encore ses conseils à Emmanuel Macron quant au choix du nouveau Premier ministre? On va en parler avec vous, mais avant ça, vos coups de cœur et vos coups de gueule. On commence par vous, mon cher Jacques Millard. Coup de cœur ou coup de gueule aujourd'hui? Un coup de gueule contre Macron qui a donné délégation à Olaf Scholz pour le représenter au Conseil européen de Bruxelles. Alors vous allez me dire, mais c'est prévu par les textes, j'entends bien, mais il y a un problème d'opportunité parce que Olaf Scholz a claqué Macron à plusieurs reprises et il ne nous aime pas. Et donc, notamment, ça s'est passé à Aix-la-Chapelle où Macron avait dit aux Allemands il faut sortir des tabous. Et à ce moment-là, Scholz a pris la parole, il dit ah bon, tu veux sortir des tabous? Eh bien que ça ne tienne, tu vas donner ton siège de Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Et puis, c'est allé encore plus loin avec la représentante de la CDU, la fameuse Annette Kaka, qui, elle, a demandé à ce qu'on supprime Strasbourg au Parlement européen et que tout se passe à Bruxelles. Donc, quand on a des amis comme ça en Allemagne, on ne leur donne pas une délégation. C'est aussi simple que ça, et c'est un problème d'opportunité. Il aurait dû donner au Luxembourg, n'est-ce pas, qui nous fait moins de tracas, mais aujourd'hui, l'Allemagne, elle passe, je dirais, pour être anti-française. À un moment où la fameuse secrétaire Ursula, présidente de la Commission, a signé le Mercosur, Oui. sous la pression des Allemands, Donc franchement, c'est se foutre de la gueule du monde que de donner une délégation à l'Allemagne. Et même si les textes le prévoient, mais vous savez, les textes On en du fait ce qu'on veut. TFUE, il y a tellement de choses dedans qu'une chatte ne retrouve pas ses petits. Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce qu'il faut arrêter de mettre en scène le couple franco-allemand qui est d'accord sur rien? Je crois surtout que dans la vie, on ne respecte que ce qui a une capacité à vous résister. Quand on ne résiste pas, quand il n'y a pas d'opposition, quand il n'y a pas quelque chose en phase, la nature humaine, c'est d'avancer, c'est de marcher dessus. L'Allemagne et la France, c'est le couple qui a fait avancer l'Union européenne, mais avec depuis des décennies, des intérêts qui souvent sont contraires. Et ça n'empêche pas de travailler ensemble, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs communs, mais on l'a vu sur le nucléaire, Quels sont les on l'a vu objectifs sur la communs entre la question... France et l'Allemagne depuis 7 ans qu'Emmanuel
Emmanuel Macron multiplie les avances. Non, mais la question, c'est pas Emmanuel Macron aujourd'hui ou hier, mais depuis des décennies, il y a toujours eu des divergences d'intérêts sur le monde agricole, sur la question énergétique, sur la question migratoire, liée à des démographies d'ailleurs différentes, sur la défense, sur beaucoup de points. Le problème n'est pas qu'il y ait des objectifs différents. On l'a sur le Mercosur aujourd'hui entre les agriculteurs français et les producteurs automobiles allemands. Très bien. La réalité, c'est que l'Allemagne, si elle n'a pas effectivement une résistance en face, elle avancera. C'est normal. C'est normal. La réalité, j'entends tout ce que vous dites, c'est que l'Europe est d'accord pratiquement sur pas grand-chose. On ne comprend pas ce qui s'y passe. C'est les mêmes complexités finalement qu'en France, administratives, avec des injonctions que d'ailleurs nous multiplions en France pour compliquer un peu plus. Et donc, pardonnez-moi, mais l'image de l'Europe aujourd'hui, par rapport à la situation mondiale et ce qui se passe, on ferait mieux vraiment de se serrer les coudes, hein. Mais c'est difficile en même temps de se serrer les coudes quand vous n'êtes d'accord sur rien. Par exemple, on a la phrase de Charles Pasqua, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est un peu ce qu'on a là. Il me semble que si on a une constante sur la politique de Macron, c'est celle de l'Europe. C'est-à-dire c'est ce qu'on gardera, j'ai l'impression, son fameux discours de la Sorbonne qui me revient à l'esprit. C'est cette constante à aller vers plus d'Europe, toujours plus, de la perte de souveraineté française sur de grands dossiers. Il avait envie d'être président de l'Europe, hein. Il avait effectivement, on voit, et d'ailleurs Ursula von der Leyen, il fait partie justement de tout ce process dont Macron a participé. Elle n'était pas à la base la favorite, si vous vous souvenez bien, si on se replonge dans l'histoire, elle n'était pas la favorite pour être la présidente de la Commission européenne. C'est Macron qui l'a aidé, et derrière Macron, il n'est pas remercié. On joue des mécaniques, par exemple sur la question du Mercosur, mais on voit bien qu'on est les grands perdants. Allez, mettez-vous d'accord. Ça devrait être la devise d'ailleurs du Conseil européen, mais c'est difficile. Et la France, c'est pas mal non plus à l'Assemblée. Ouais, exactement. Mettez-vous d'accord, chers amis députés. C'est une bonne remarque, Sophie de Menton. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Le procès Pélico, procès historique, la condamnation aussi de Nicolas Sarkozy. On va y revenir. Et puis les débuts laborieux de François Bayrou, bloqué quelque part entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Mais avant ça, chers amis, on a un cadeau à vous offrir. C'est important. C'est le grand sapin de Noël Sud Radio, vous voyez. Et on est sympa sur Sud Radio. C'est l'esprit de Noël. Alors, c'est le moment, chers amis qui nous écoutez, de composer le 0826 300 300. Tiens, dites un chiffre, Sophie de Menton. Entre 0 et 10. Entre 0 et 10, en principe 7, c'est un porte-bonheur. J'aimerais bien pouvoir téléphoner, moi. Ce sera le 7 aussi, mais attendez, vous savez pas ce qu'on va vous offrir. Parce que vous pourriez gagner, par exemple, un séjour de 3 jours et 2 nuits à PortAventura World, où on a aussi une carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, qui est la marque française numéro 1, des boîtes à bijoux et des boîtes à montres. Voilà ce qu'on peut vous offrir. 0826 300 300. Et on a les bijoux avec ? Exactement, même le bracelet électronique, si vous voulez. Vous verrez. Si vous êtes sage, on vous l'offrira. Ce sera juste après les infos de 11h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord, c'est ce que pourrait dire François Bayrou à tous les hommes politiques qu'il va recevoir aujourd'hui, puisqu'il reçoit tous les partis à l'exception de la France Insoumise et du Rassemblement National. Est-ce que François Bayrou est déjà sous pression ? Réponse probablement oui, on en parlera avec nos 3 invités, puisque nous sommes avec Jacques Millard, Jules Laurent, Jean-Philippe Dugouin-Clément et Sophie de Menton. Avant ça, vos coups de cœur et vos coups de gueule, chers amis. Sophie de Menton, bon, vous êtes entrée par un coup de gueule contre Anne Hidalgo. Je vais continuer un peu, mais c'était pas fait exprès. C'est un coup de gueule. Alors, ça concerne beaucoup les Parisiens, la région parisienne, mais aussi d'autres régions en France, contre Vélib. C'est hallucinant. Les vélos en libre service, on le rappelle, inventés à Lyon. Les premiers, c'était les vélos. Oui, absolument. Et c'était Jean-Claude Decaux, qui est talentueux et qu'on connaît pour son affichage, etc., qui avait mis en place un système de vélos en libre service en 2007. Et c'était un groupement de 4 entreprises, vachement bien privées, etc. Contrat formidable. Et tout d'un coup, en 2017, une décision troublante, selon Jean-Claude Decaux lui-même. Il était réputé le meilleur en service. Et il avait perdu en plus même sur le prix à ce moment-là. Et depuis, c'est une catastrophe. Alors vraiment, moi qui suis en vélo à Paris, j'ai interrogé tout le monde. On tente 15 vélos avant d'en trouver un qui fonctionne. Oui. Problème de pédale, de frein, de chaîne, pas de disponibilité technique ou en réparation. Enfin, pardon, alors je veux bien qu'on critique la mairie, mais c'est aussi le problème des utilisateurs. Parce que ça n'est pas arrivé. Pourquoi ça n'arrivait pas sous Decaux ?
Et pourquoi ça Il n'arrivait pas sur réparait des... tout, il les prenait, parce qu'il faut tenir compte des utilisateurs qui sont des clients. Si vous avez bien noté, on a eu aussi des automobiles en libre service et certaines marques ont quitté Paris en expliquant que le nombre de dégradations, la proportion était plus importante que dans d'autres grandes villes à Paris. Ce sont les Parisiens qui sont pas soigneux. Non, mais c'est vrai, on est sale, on jette les papiers, etc. Je critique les Parisiens. Mais il n'empêche que ça fonctionnait avant et que là, il n'y a pas de mise en place aux stations, c'est pas le consommateur. Ils ont remplacé un tiers de la flotte par des vélos électriques qui fonctionnent pas bien, parce que c'est compliqué le vélo électrique. Il y a une application de téléphone, pas du tout à jour, qui indique pas les vélos et les places disponibles, alors que ça devrait le faire. Alors, le comble de tout, c'est arrivé dans ma famille, on se le fait voler parce qu'il est bloqué en pause. Quand vous prenez un vélo, vous pouvez mettre en pause et aller 2 secondes quelque part. Il est volé pendant en pause. Il y a la caution qui est débitée immédiatement et incapable de lancer une équipe pour récupérer les vélos volés. Et donc, on a payé, alors que c'est pas de sa faute. Le service client, c'est des repos standardisés qui insistent pour qu'on fasse une queue au téléphone ou au commissariat pendant des heures pour porter plainte. C'est insupportable. Et donc, non, mais vraiment. Je vous imaginais pas cycliste, ma chère Sophie de Menton. Moi, je quitte pas mon vélo. C'est vrai? Oui, enfin, sauf ce matin, parce que prendre un taxi, c'est très loin. Oui, voilà, et quand il pleut beaucoup. Et c'est dangereux, c'est moins confortable. Mais vous êtes donc cycliste? Ah, mais complètement. Complètement, bah voilà. Et pas cycliste électrique, je sais ce qu'on appelle cycliste musculaire. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Je suis assez stupéfait qu'une collectivité mette à disposition des vélos. Ma chère Sophie, vous achetez votre vélo, point barre. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi je paierais pour... Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas un cycliste qui respecte le code de la route. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est dangereux. Oui. Il y a des accidents avec les trottettes, il y a des accidents avec les piétons. C'est se foutre de la gueule du monde, de la discipline, non d'une pipe. Oui. Mais alors, vous êtes cycliste ou vous êtes plus cycliste, Sophie de Menton? Mais vous respectez le code de la route? Alors, attendez, je vais vous expliquer. Alors, expliquez-moi. Par exemple, j'arrive à un feu rouge. Je me mets d'abord devant, évidemment, pour pas démarrer en même temps que les voitures, parce que là, la voiture, je vous raconte pas comment ils sont avec les vélos. Hein. Oui, bah écoutez, vous êtes gentil, mais parfois on a de bonnes raisons aussi. Oui. Et donc, je me mets devant, et quand je vois que ni à droite ni à gauche, il n'y a absolument rien en vue. Elle passe au feu rouge. Oui, ça m'arrive, j'ai honte, je ferai plus. Jacques Millard, vous êtes d'accord? Scandale. Bon, pas de vélo en tout cas à Maison Lafitte, si j'ai bien compris. Jean-Philippe Dubois-Clément. Il y a des vélos, mais il faut qu'ils respectent. Oui, mais alors dites aux automobilistes de nous respecter. Ils nous collent. Il y a des accidents. Il y a de multiples accidents aujourd'hui avec des piétons, avec d'autres vélos, avec des automobiles, parce qu'ils ne respectent pas le code de la route. Oui, et vous avez vu les rues qui sont mises en sens interdit. Nous avons droit, nous vélos, de prendre une rue en sens interdit. Il y a un petit passage avec des flèches. Vous avez les flèches d'ailleurs au sol. Eh bien, ça, c'est respecté par personne. Les voitures sont dans notre couloir. Oui. Non, mais enfin, écoutez, celui qui est en danger sur un vélo, c'est le cycliste, c'est pas la voiture. On est d'accord. Non, on est d'accord. Et d'abord, il faut être juste aussi. Le nombre de morts sur la route, dans les accidents entre des voitures et des cyclistes, souvent c'est la faute de l'automobiliste. Il faut bien le dire. Vous avez des automobilistes qui se comportent de manière absolument scandaleuse. On est fragiles, surtout nous. Oui, les piétons aussi. Hein. Pensez à eux de temps en temps. Jean-Philippe Dubois-Clément. Oui. Le vélo ou le free floating, des flottes de mobilité douce en libre service, ça se développe dans toutes les grandes villes au monde. C'est pas spécifique à Paris. Vous allez à New York, à Copenhague, à Stockholm, à Lisbonne. On en a partout. Ce qui est vrai sur Paris, c'est qu'on a une commune, une mairie qui aujourd'hui ne tient plus ses dossiers, qui n'est plus gérée d'une manière générale. La ville est sale, elle est devenue insécure. Et là, je peux vous le dire en tant que maire, Jacques Millard vous dire la même chose en tant que maire. C'est une ville qui n'est plus gérée, qui n'est plus tenue. C'est pas la question d'avoir des vélos en libre service. Enfin, il y avait des automobiles. On a été amené à les enlever parce qu'on était incapable de les gérer. Il y avait des trottinettes en libre service. On les a enlevés. Mais après, ça c'est un appel. C'est le problème. Mais la question, c'est pas le prestataire, c'est la commune qui donne une délégation de service public qui doit la faire respecter, qui met des conditions, après, qui tient son prestataire. Villes dans lesquelles ça se passe bien, je le redis, Lyon, Toulouse, ça marche bien. Mais c'est aussi un mal, moi je pense quand même assez français sur ça. Vous vous souvenez même l'époque des trottinettes, on a dû les enlever parce que trottinettes électriques parce qu'on n'avait pas. Mais j'ai été stupéfait. Il y a un an, j'étais allé en Allemagne. Alors j'étais allé à
Berlin, j'étais allé à Cologne, mais les trottinettes étaient rangées, après c'est allemand quoi, mais c'est les unes à ce qui côté fait des notre autres. charme, pardon. Voilà, mais les unes à côté des autres, Ouais. et je veux dire que ça faisait quand même assez bien, ça fait un bien fou quand même de voir des choses rangées, propres, par rapport à la situation parisienne de l'époque. Évidemment. Alors, on va continuer vos coups de cœur et coups de gueule. Jules Laurent, par exemple, vous? Alors moi, c'est un coup de cœur pour Paul Watson. Vous savez que Paul Watson a été libéré le 17... Je sais d'autant mieux qu'il était l'invité exceptionnel de Sud Radio hier dans Berkoff, dans tous ses états à midi et demi. Vous avez raison. Voilà, c'est le 17 décembre dernier, après 149 jours passés dans la prison de la ville de Nuuk. Vous savez, il était arrêté suite à un mandat d'Interpol par rapport à une affaire en 2010. Il aurait, alors il s'est débattu évidemment entre la défense et l'accusation. Il aurait abordé un navire en 2010, donc ça remonte assez longtemps, et il y aurait une histoire de boule puante qui aurait causé des blessures à un marin japonais. Alors, la marine japonaise est toujours quand même en état d'illégalité parce qu'elle pêche des baleines et en fait du commerce. Donc c'est pour ça que ce militant qui a créé, je rappelle, Sea Shepherd, se bat au quotidien. Avec des méthodes musclées aussi, il faut bien le dire. C'est pour ça qu'il est controversé. Et d'ailleurs, je ne souscris pas à tous ces combats sur l'antispécisme, pas toujours. Mais ce que je trouve intéressant sur cette histoire, c'est que ça remet aussi en avant, depuis 1 an et demi, la question de l'écologie. C'est une question qui est quand même sortie du débat public depuis 1 an et demi. On se souvient que ELV n'a pas réussi à porter cette question pendant les européennes avec Marie Toussaint et un échec énorme. Mais je trouve que c'est intéressant aujourd'hui. On parle beaucoup d'immigration, de pouvoir d'achat. J'en suis très content et mon média le porte largement. On va en reparler d'ailleurs. Exactement, mon média le porte beaucoup. Mais je trouve que remettre en avant cette question d'écologie, ça a aussi un sens aujourd'hui et ça permettrait peut-être aussi de retrouver une certaine consensus entre les Français. Et respecter la biodiversité. Jean-Philippe Dugouin-Clément, coup de cœur ou coup de gueule? Alors, coup de gueule, parce qu'en fait, j'avais le même coup de cœur, et du coup, j'ai glissé sur un coup. Mais comme quoi, il y a plein de choses qui peuvent être partagées. C'est un coup de gueule un peu particulier, parce que pour certainement la première fois de ma vie, je vais prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon. Alors, pas lui en tant que tel intuitu personnel, mais vous avez peut-être vu, il y a quelques jours de cela, c'était rendu public hier, il a une maison, une résidence secondaire, une longère, je crois dans le Loiret, du côté de Montargis, qui a été dégradée, avec des gens qui sont rentrés dedans, qui ont tagué. Alors, visiblement, des choses qui viennent plutôt de l'extrême droite. Est-ce que c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, des activistes? Vous avez eu des tags. Vous avez des tags racistes. Non, mais à la limite, peu importe. Non, mais c'est pas grave. Mais il faut dire aussi ce qui était noté. Il y avait des tags racistes qui ont été tagués sur les murs intérieurs de sa maison, qui visaient notamment les Arabes. Pour dire ce qui avait marqué, je vous dirai pas ce qu'il y avait dedans. Mais c'est pour moi le symbole d'un débat public qui n'existe plus. C'est le symbole d'un ensauvagement, pour reprendre un terme qui existait il y a quelques années, d'un irrespect total par rapport aux institutions publiques. Là, c'est un élu. Demain, c'est des gendarmes, c'est des policiers, c'est des médecins. Il y a de tout. Il y a de tout là-dedans. Mais on est en train de franchir un cap qui n'est pas acceptable. Il n'y a jamais eu autant d'agressions contre des élus. Enfin, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. On peut aimer ou ne pas aimer Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a le droit de s'exprimer comme n'importe quel élu, n'importe quel syndicaliste. Vous parliez de Paul Watson à l'instant. A le droit. Non, mais je voudrais juste finir. Chacun a le droit de s'exprimer. Et le fait de s'exprimer, ça ne nécessite pas de devoir être mis en danger, de devoir se protéger. Moi, aujourd'hui, en tant que maire, je vois des collègues qui démissionnent. Il n'y a jamais eu autant de démissions. Comme beaucoup d'élus, j'ai déjà été victime d'actes de violence. J'ai des élus, par exemple. J'ai deux fois des incendies. Deux fois des incendies, il y a plusieurs années. Criminels chez vous? Criminels chez moi, oui. On a mis le feu à domicile? Sur ma bagnole, oui, 2 fois. Il y a de cela une dizaine d'années. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a 10 ans, donc c'était déjà... Non, on n'a jamais retrouvé. On n'a jamais retrouvé. Mais c'est pas quelque chose qui est isolé. J'ai aujourd'hui un élu qui dépose plainte parce qu'il a fait l'objet de menaces et de propos homophobes. Voilà. Et c'est des choses qui existent, qui se multiplient. Jacques Millard, et il y a une violence dans le débat public qui est totalement inacceptable. Jacques Millard. Il n'y a pas que le débat public. La violence dans le débat public n'est pas tout à fait nouvelle, mais aujourd'hui, c'est véritablement amplifié avec la médiatisation, et ce n'est pas acceptable. C'est un phénomène où chacun veut se faire justice lui-même, et Jean-Philippe a parfaitement raison, on ne peut pas accepter ça. Et donc il faut derrière être extrêmement ferme, porter plainte et avoir des suites dans la sanction, parce que aujourd'hui la société est en train de, s'accoutumer à la violence, comme si c'était normal. Eh bien non, ce n'est pas normal, c'est une décadence
je dirais quasiment de la civilisation. Et personne ne souhaite le retour de la violence politique en France. On va en reparler. Restez avec nous sur Sud Radio. Les féminicides aussi. Exactement. On va en parler, tiens, des violences sexistes et sexuelles, puisque le verdict du procès Pellico est tombé. Le procès du siècle en matière de violences sexuelles, oui ou non? Pourquoi cette cause et ce procès a tant ému les Français? On en parle avec vous. Mais tout de suite, on a une surprise. C'est Christelle qui est avec nous depuis Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Comment ça va, Christelle? Ça va très bien. Bonjour à tout le monde. On est ravis de vous retrouver, ma chère Christelle, parce qu'en plus, vous avez été ponctuelle. Hein. Vous étiez vraiment la 7e, pas la 6e, pas la 8e, la 7e à avoir composé le 0826 300 300. Mais du coup, je peux vous dire que vous avez gagné. C'est la première chose que je peux vous dire. Maintenant, qu'est-ce que vous avez gagné? Ça vous dit? On ouvre votre cadeau? Oui, allez, avec grand plaisir. On va regarder ça. Est-ce que vous êtes ponctuelle, ma chère Christelle? Oui, j'ai l'habitude d'être toujours à l'heure. Toujours à l'heure? Mais écoutez, vous le saurez encore plus, parce que Sud Radio est ravi de vous offrir une montre intelligente smartwatch avec elle, en plus du fait qu'elle est jolie, qu'elle est élégante, eh bien, vous pourrez rester en contact avec les vôtres quand vous regarderez l'heure. C'est une montre connectée qui vous est offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Ça vous plaît, Christelle? Ça me plaît, c'est super, merci beaucoup. C'est pour vous, pour votre famille? Vous avez le droit de l'offrir, hein? Oui, peut-être, ou je la garder pour moi, pourquoi Allez, pas? Gardez-la pour vous. En tout cas, Sud Radio est ravi de vous faire ce cadeau. Merci beaucoup, ma chère Christelle. On vous souhaite de très joyeuses fêtes, toujours à l'écoute de Sud Radio. Il est 11h17, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio avec nos 4 invités. Sophie de Menton, que vous entendiez à l'instant. Jules Laurent également du Média Frontière. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy. Et Jacques Millard, en duplex de sa bonne ville de Maisons-Laffitte, dont il est maire. Je rappelle aussi son ouvrage. Il vous le montre si vous nous regardez en Facebook Live. Bye bye démocratie. C'est publié chez Lafon Presse. On parle du procès Pellico. Le verdict vient d'être rendu. Le procès des viols de Mazan. 51 hommes âgés de 27 à 74 ans qui étaient accusés d'avoir non pas agressé sexuellement, comme on l'entend parfois, mais d'avoir violé. C'est ça qui leur est reproché. Gisèle Pellico. Encore heureux. Oui. Dominique Pellico, condamné donc du haut de ses 71 ans à 20 ans de réclusion criminelle avec mandat de dépôt. Sachez qu'il vient de le dire, ou de le faire dire plutôt, il n'exclut pas de faire appel. Beaucoup d'autres condamnations sont tombées, notamment un homme, un retraité, 12 ans de prison avec mandat de dépôt, un autre, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Bon, est-ce qu'on est à affaire au procès du siècle en matière de violence sexuelle? Sophie de Menton, et pourquoi? Non mais attendez, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est l'amour conjugal d'un couple. C'est le type qui met à disposition sa femme. C'est des hommes. Comment est-ce qu'on peut ne condamner qu'à 3 ans avec sursis? Le mec qui pénètre dans la chambre et qui approche un corps de femme inanimé, c'est horrible. J'ai même pas envie d'en parler. C'est le procès du siècle. J'ai jamais entendu parler, même dans les romans, de quelque chose d'aussi horrible. Oui, d'aussi abject. Et en plus, vous avez absolument toute la société française sur le banc des accusés, toute la sociale, toute origine confondue. Tous les hommes. Toutes les sortes d'hommes. C'est les hommes. C'est stupéfiant. C'est cette distinction entre ce qu'ils appellent la banalité du mal, c'est la différence des profils, donc tous ces profils différents d'hommes. Et attention à ce qui est, vous savez, le banalité du mal avec un E. Là où on se pose la question sur la question de la virilité, de est-ce que les hommes sont des violeurs par nature. Donc il faut faire juste attention avec ça, parce que de cette distinction de profil, de tous ces profils évidemment qui représentent plein de franges de la société, oui, on se dit que c'est absolument incroyable. Pas bon pour les hommes. C'est incroyable. Non mais on se dit que c'est absolument incroyable tout ce qui s'est passé, mais attention à pas tomber non plus dans quelque chose de systématique qui irait jusqu'à dire que les hommes sont des violeurs par nature, et tout ce procès est aussi politisé dans ce sens-là. C'est juste si, il y a aussi il y a tous les jours des manifestations qui vont dans ce sens-là, où les hommes sont des violeurs. Ces hommes sont des violeurs. C'est ça que disent les manifestants. Mais si, parce que c'est justement ça qui est intéressant. C'est de dire que oui, ces hommes sont des violeurs, mais que par contre, attention à tous les discours qui vont aller derrière à dire que tous les hommes sont des violeurs. Et de facto, aujourd'hui, il y a comme une politisation de ce procès dans ce sens-là. Mais en même temps, écoutez, il y a de quoi politiser un scandale pareil. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Politiser, peut-être pas. Mais pourquoi politiser? Non, je veux dire, le scandale en lui-même est tellement fort qu'il n'y a pas besoin de politiser. Jean-Philippe Dugouin-Clément.
Alors, procès du siècle ou pas, j'en sais rien, mais c'est quelque chose de totalement hors norme. Ce que vous disiez, enfin, ça n'existe pas dans un mauvais roman, dans un film. C'est absolument dingue. Moi, ça me fait penser quelque part sur la diversité des cas de personnes qui sont condamnées pour viol à outrance, d'une certaine manière. On retrouve des classes sociales, culturelles, totalement différentes, qui sont en fait réunies uniquement par des pulsions, par de l'horreur. Alors, voilà. les pulsions, c'est vrai que c'est quand même des pulsions masculines. Alors soit, mais alors on peut Non, pas mais je ne dis pas, je vais pas plus loin, mais c'est vrai que le violeur par définition est un homme. Vous sous-entendez, évidemment. Mais ça, c'est oui. Ça, point final. On comprend. Voilà, c'est point final. C'est des hommes, point final. Mais ce ne sont pas tous les hommes. Bien sûr que non. non. C'est ce qui peut être un peu insinué. Après, il faut aussi noter. Et toutes les catégories d'hommes, ça oui. Exactement. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on parle de banalité du mal, parce qu'en fait, c'est de toutes les catégories, toutes les origines, toutes les ethnies même sont représentées. Et c'est absolument incroyable. Mais il faut aussi noter, ce qui a tout changé, c'est aussi pardon. Le lever du huis clos. Oui, ça c'est aussi le grand changement. Aussi, parce que le courage de la victime, elle est incroyable, cette qui femme. est devenue une icône. C'est inhabituel dans ces procès. C'est très inhabituel. C'est incroyable. Et c'est une violence qu'elle s'est infligée d'ailleurs à elle-même, parce que quand même les faits, la relation des faits est insoutenable. Les images qu'elle a regardées sont insoutenables. Jacques Millard. Ouais, écoutez, les sanctions sont tout à fait normales et nécessaire, parce que effectivement, c'est un procès hors norme. Mais contrairement à ce que dit Sophie, l'affaire des viols, c'est pas uniquement, malheureusement, dans la perversité humaine, je dis bien avec humaine, il y a aussi des femmes. Et donc, ça existe malheureusement. Ça peut arriver. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas en faire. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Il y a un moment, il faut arrêter. Hein. Bon, là, effectivement, il y a eu des hommes qui sont le tout venant, ça je vous l'accorde, hein, et qui sont des violeurs, mais attention, ne pas en faire, je dirais, la guerre des sexes. Parce que bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Et donc ça, et comme disait l'autre, dans la guerre des sexes, heureusement qu'il y a beaucoup de fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Donc, il est clair aujourd'hui qu'on a assisté à quelque chose de stupéfiant, mais il faut se garder de tirer de ce procès qui était nécessaire, je dirais, une règle générale. Bien sûr. Je le répète, tous les hommes ne sont pas des violeurs. Avec quand même un enseignement de ce procès, c'est que... mais d'ailleurs, c'est pour ça que la victime voulait qu'on la regarde et voulait affronter le regard de ses bourreaux, mais la honte a quand même changé de camp. C'est ça surtout qui s'est passé. Dans ce cas d'espèce, oui. Et ça, alors il y a quelque chose que je comprends pas et qu'on m'a opposé, y compris des femmes, en disant mais c'est pas possible, ce qui est horrible. Hein. Elle devait quand même être un peu consentante. Oui. On peut pas pendant toutes les nuits, pendant des années, n'avoir conscience de rien, se réveiller le matin, etc. Alors je précise, il faudrait préciser sur cette drogue que cette drogue, c'est qu'elle endort très profondément. Et surtout, c'est pas tellement qu'elle endort, c'est qu'il y a plus de souvenirs. Oui. Elle enlève les souvenirs. Donc je le précise parce que j'étais très choquée. C'est assez violent qu'on vous dise oui, mais enfin quand même. On a tous entendu des gens qui nous ont objecté à demi-mot ce genre de choses. Et sur donc la réponse est non. Franchement scandaleux. Oui. De toute façon. C'est pas. Les gens se posent des questions, c'est tellement ahurissant. Non, mais qu'on se les pose. Mais écoutez, c'est trop facile de remettre toujours en doute la parole de ceux qui subissent ce genre de. Non mais là, la même parole, elle n'était pas consciente. Je trouve que c'est quand même assez fondamentalement insupportable. Le rôle aussi, vous savez, du subconscient qui est très fort. Vous savez, toutes ces personnes qui ont été violées dans leur enfance. Oui, et qui, le cerveau oublie naturellement. C'est vrai aussi. Ça existe. Hein. Oui, effectivement. En tout cas, c'est un procès qui fera date. Et ça, on s'en souviendra tous. Et on retiendra le fait que la honte a changé de camp. Et c'est déjà ça, au moins. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord. On va reparler de Nicolas Sarkozy et de François Bayrou. François Bayrou dans une nasse politique. Mais avant ça, Nicolas Sarkozy condamné définitivement à porter un bracelet électronique. C'est historique. C'est la première fois que ça arrive à un ancien président de la République. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Jean-Marie Bordry. Mettez-vous d'accord avec Sophie de Menton, Jules Laurent, Jacques Millard et Jean-Philippe Dugouin-Clément. C'est historique, un président de la République, un ancien président de la République, portera un bracelet électronique. La condamnation de Nicolas Sarkozy a été confirmée par la Cour de cassation hier. Il n'exclut pas de trouver de nouveaux recours, notamment vers la justice européenne. Il va se tourner vers elle. Malgré tout, cette condamnation est désormais définitive. Alors vous entendez Jacques Millard qui est au téléphone, mais on va retrouver Jacques Millard dans un instant. C'est vrai que les premiers magistrats des villes sont très pris
écrits en général, même quand ils sont dans les médias. Sophie de Menton, pourquoi cette condamnation de Nicolas Sarkozy vous scandalise ? Alors, scandalise est un mot un peu fort. Alors d'abord, je voudrais vous signaler que l'histoire de « on commande pas une décision de justice » est totalement bidon parce qu'on est bourré de bouquins, de commentaires partout sur les décisions de justice. C'est même comme ça que ça fait jurisprudence. On est même en train de la commenter. On est même en train de la commenter. Alors, j'ai quand même lu très précisément. D'abord, je constate quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que les gens qui n'aimaient pas Sarkozy sont enchantés. Donc il y a, en politique, il y a les pro-Sarkozy et les anti-Sarkozystes. Donc si vous n'aimez pas Sarkozy, il est évidemment, c'est bien fait, etc. Donc j'aimerais qu'on essaie d'être objectif et d'oublier le fait qu'on soit sarkozyste ou pas sarkozyste. J'ai lu très attentivement, y compris dans Figaro ce matin, le récit de ça. Il est condamné, il avait pris un portable avec son avocat, et déjà on trouve que c'est scandaleux d'avoir un nom, s'appelait Bismuth, et avoir moi je trouve qu'étant donné qu'on est espionné absolument partout, pardonnez-moi, je trouve assez logique qu'un ancien président prenne un numéro de téléphone et un portable masqué. Enfin je veux dire, ça me paraît évident. Tout était, avec les technologies modernes, tout est espionné partout. Premièrement, il est pas condamné pour ça. Si, aussi. Non, mais il n'est pas condamné pour ça. Il est condamné pour l'intention. Oui, mais alors attendez. Corruption et trafic d'influence. Mais attendez, c'est il est condamné sur ce qui a été entendu sur le portable. Oui, mais attends, avec son avocat, je trouve ça hallucinant. Oui, mais on n'a pas le droit de le faire déjà. Il est condamné d'après un enregistrement qu'on n'a pas le droit de faire. Ensuite de ça, on a quand même interrogé Monaco parce qu'il est condamné pour être suspecté d'avoir voulu corrompre, etc. Il avait évoqué ça avec son avocat. Mais si maintenant vous avez un bracelet électronique sur ce que vous avez éventuellement évoqué qui n'a pas eu lieu, est-ce qu'on est condamné sur une intention, même si c'était peut-être pas une intention, j'en sais rien. Donc ça m'a scandalisé. Ensuite de ça, quand même, on a interrogé à Monaco. Le type a jamais demandé une promotion, donc je vois pas comment on aurait obtenu la promotion pour le type. Monaco a dit mais non, on n'a jamais contacté, qui que ce soit n'a été contacté à Monaco. Donc pour vous, les juges qui sont différents, parce que il y a plusieurs tribunaux qui se sont penchés sur les questions. Moi c'est ça qui me scandalise. Pour rien, ils sont mis d'accord comme ça. Je sais pas, ça par contre je sais pas. Je suis très choquée par le surcroît et sur les bases sur lesquelles on a condamné par un espionnage qui n'est en principe pas légal. Et ensuite de ça, c'est vrai que j'ai pas envie de voir un ancien président de la République française avec un bracelet. Et ensuite, non mais d'accord. Ensuite, actuellement, les juges, le mur des cons, on a dit quelque chose sur le mur des cons. Les juges actuellement sont politiques. Ils sont politiques et donc je n'ai plus confiance dans la justice de mon pays. Donc ceux qui n'aiment pas Sarkozy sont contents qu'il soit condamné, mais ceux qui l'aiment bien sont furieux qu'il le soit. C'est pas mieux. Non mais alors, je dis pas que ça. Moi, je parle pas de mes opinions politiques. Je dis que quand j'ai lu le récit de ça, je suis très choquée. Jules Laurent. Alors, en tant que journaliste, moi je pense que lorsqu'il y a des faits d'intérêt général et que c'est vrai, on peut sortir des informations même si les manières de procéder n'est pas légal. Déjà pour ça. Non mais juste sur la façon de faire, sur les écoutes d'avocats, moi ça me choque pas. Dès lors qu'on a des informations d'intérêt général, qu'elles sont vraies, de sortir des faits, des révélations, ça me choque pas. Mediapart dans son travail, je trouve a fait du bon travail parfois en sortant des informations, alors que oui, à la base, on les paroles de les sortir et je trouve ça normal. Mais ça, je trouve ça normal. Après, moi, je fais attention quand même. Je trouve que c'est trop facile. Il faut vraiment se méfier de ces discours, de dire que tous les juges sont politiques, de jeter l'opprobre sur la justice, parce que là, on arrive à une double rupture. On a une rupture des Français qui ne croient plus dans leur justice et qui pensent que toute leur justice est politisée, même si une partie d'elle l'est. C'est vrai, il y a un syndicat qui est puissant, mais toute la justice ne l'est pas. Et on a aussi une rupture aujourd'hui parce que, vous savez, Mediapart en parle beaucoup. Ils disent on ne comprend rien aux affaires Sarkozy. Mais Sarkozy, il a quand même beaucoup d'affaires et il a créé aussi une rupture avec la population française, mais si c'est vrai, mais je dis rien, il a créé une rupture et les Français n'ont plus confiance. Non mais la rupture avec la population française, il n'y a pas un homme politique qui l'est pas. Mais ça, je suis d'accord, mais c'est des habitudes peut-être qui sont pas normales aussi. C'est pas normal. C'est des habitudes qui sont pas normales dans tout le spectre politique. On peut parler du RN, on peut parler de la LFI, mais il y a des habitudes en politique qui sont pas normales et peut-être qu'il est temps à un moment aussi que ça prenne fin. Il est temps aussi que les Français retrouvent confiance dans leur politique avec un peu plus de transparence et de probité. Jacques Millard. Alors écoutez, il faut comprendre plusieurs choses dans cette affaire. Qu'il y ait des juges politiques, ça nous le savons. Il y a eu le mur des cons, mais il y a eu beaucoup d'autres affaires, c'est clair. Mais c'est pas ça qui est en cause ici aujourd'hui. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que les rapports de Nicolas avec la justice ont été malheureusement
je dirais, tapis d'intention et d'hostilité. Hein, c'est les petits pois, etc. Voilà. Et donc ça, on rappelle, il avait comparé les magistrats à des petits pois quand il était président. Oui. Ce qui n'était pas très flatteur. Ensuite, moi, ce qui était effectivement inquiétant, c'est que cette affaire, elle n'est pas simplement, je dirais, le problème de Nicolas Sarkozy, parce que on donne l'impression en France que effectivement, il y a un problème majeur et qu'en réalité, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, il représente aussi quelque part la France. Et alors, je peux vous dire que à l'étranger, les gens rigolent, je dirais, d'une manière cynique. Donc, ça pose un problème, je dirais, de la crédibilité de notre pays. Après, on n'est pas le premier pays. Cela étant de notre côté, cela étant de notre côté, certains vont dire, la justice passe. Voilà. Que vous soyez riche ou puissant, eh bien, vous pouvez être condamné. Mais après, pour les voyous, on aimerait bien qu'elle passe pour les voyous. Mais rappelez-vous aussi, les Israéliens ont emprisonné un ancien... Sur les voyous. Les Israéliens ont... exagéré. Pardon, un instant, Jean-Marie. Allez-y. Elle passe également sur les voyous. Mais là, ça a un impact très puissant. Donc, il est vrai également au regard de la jurisprudence de la CEDH qu'il peut être disculpé parce que il y a effectivement un principe fondamental, c'est que normalement on n'écoute pas, je dirais, un client avec son avocat. Sauf que pardon, donc, mais si on va voir, l'affaire n'est pas terminée. Non. Mais ce qui est certain, c'est qu'on subit aujourd'hui les critiques bonnes en disant la justice passe, mais aussi on est décrédibilisé sur le plan international. Alors, deux choses. D'abord, c'est vrai que les Israéliens ont aussi mis en prison un ancien président de la République pour viol, pour le coup. Vous avez eu les Italiens qui avaient un président du Conseil, un ancien qui est parti en Tunisie y mourir pour ne pas faire de la prison à laquelle il avait été condamné. Donc, c'est pas une exception française. Pardon ? Jacques Chirac avait été condamné. Oui, absolument. C'est pas le premier président avec 2 ans avec sursis. C'est pas rien. Il n'avait pas de bracelet électronique. C'était ça la différence. Fillon condamné. Jean-Philippe Dubois-Clément. Là-dessus, la première chose, c'est qu'on est sur une affaire qui n'est pas terminée. Voilà, parce que c'est dans les différentes affaires où Nicolas Sarkozy est poursuivi, c'est celle qui certainement est la plus fragile, qui repose sur quelque chose qui est absolument fou, qui est l'écoute illégale de discussion entre un client et son avocat. Dans n'importe quel pays au monde, c'est quelque chose qui est protégé et qui est sanctuarisé. Et si c'était sur un dealer, vous seriez... Mais à partir du moment où c'est l'avocat, un dealer, n'importe qui a le droit d'avoir un avocat. C'est des informations qui mettent en péril l'État. Non, mais alors il ne faut pas laisser l'avocat parler à son client. C'est une garantie, excusez-moi, constitutionnelle. Je suis un peu surpris, et je vais vous dire pourquoi je suis surpris. Et vous allez me répondre. Surtout dans cette émission, mettez-vous d'accord. Mais donc parce que c'est Nicolas Sarkozy, on a le droit d'aller en dehors des lois, on a le droit de tout faire, on a le droit de s'asseoir sur le corpus juridique. Pour fustiger ce que vous appelez le laxisme judiciaire. Et là, vous l'encouragez uniquement sur Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, juste, j'aimerais vraiment terminer. C'est une affaire qui n'est pas finie, parce que Nicolas Sarkozy va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme sur au moins un élément qui est un élément dingue, c'est que ce qui n'est jamais fait, y compris quand vous êtes le pire des criminels, des assassins, des terroristes, les droits de la défense sont respectés. Tous les pays du monde. Donc, quel que soit le pays. Et là, il y a quelque chose qui a été fait qui n'a jamais été fait ailleurs. Ce qui n'est pas, et c'est pas la question du quantum de la peine, c'est pas la question de la sanction qui est apportée ou pas. C'est sa raison. C'est la question de la raison, de la méthode. On est sur quelque chose là qui, moi, me surprend énormément. Après, quand on a dit ça, moi, sur le fond, je suis extrêmement malheureux de cette situation. Je pense que quand un pays en arrive à répétition à poursuivre ses dirigeants, on aime ou on n'aime pas Jacques Chirac, on aime ou on n'aime pas Nicolas Sarkozy, on aime ou on n'aime pas Marine Le Pen, François Mitterrand, Emmanuel Macron demain, que sais-je. On est sur des personnes qui ont porté l'État, qui ont été l'État, qui ont donné pour l'État. Il faut bien que le pouvoir journalistique... Mais je ne parle pas du pouvoir journalistique, je parle de la justice. Excusez-moi, les journalistes ne sont pas encore des juges. Et les juges ne devraient pas se prendre pour des journalistes. Il n'y a pas d'immunité, mais je trouve ça... Ils ont porté l'État, je ne dis pas qu'il faut une immunité, je trouve ça malheureux. Voilà, si vous me demandez mon sentiment, je suis peiné, je trouve ça triste qu'on soit dans un pays où il y a certainement une forme d'immunité pendant des années, parce que les valises de la France-Afrique, etc., on n'en parlait pas, c'était des choses
C'était totalement... on pouvait retrouver des ministres noyés dans 10 cm d'eau dans les années 70, ça ne choquait absolument personne, ça n'aboutissait à rien. À rien. Maintenant, on est sur une sorte de surchasse systématique à tous ceux qui ont exercé le pouvoir, et je pense qu'on va vers une... je trouve que c'est assez terrible. Sophie de Menton et ensuite mais c'est pas une question d'impunité. Vous pouvez condamner un ancien président de la République sur la base d'écoute illégale. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, on aime ou on n'aime pas Marine Le Pen, tout ce qu'elle a fait est illégal certainement en Europe, mais vous avez quand même pendant le procès qui dit ça me ferait mal de l'innocenter. Vous vous souvenez, pendant le procès de Marine Le Pen, la juge dit je pourrais faire un non-lieu, mais ça me ferait mal. Mais comment peut-on, quel que soit ce qu'a fait Marine Le Pen, comment peut-on accepter que devant un tribunal, qu'un juge dise je pourrais... un procureur. Un procureur ose dire je pourrais... c'est quoi le Jacques annuler. Ça me ferait mal. Ça me ferait mal de l'innocenter. Ça me ferait mal. C'est tragique. C'est tragique. Ce que vient de dire, juste rapidement, ce que vient de dire Jean-Philippe est frappé au coin du bon sens. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a la répétition de règlements de compte devant la justice. Il y a des raisons à ça, mais il est clair que cette affaire, elle dépasse le cas Sarkozy. Oui, elle démontre une rupture, je dirais, du débat démocratique depuis longtemps. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Et il est vrai que du côté de la CEDH, il a parfaitement, je dirais, des raisons de pouvoir gagner. Bon, parce que, comme il a dit, on a écouté de manière illégale un prévenu avec son avocat. Ça, je dirais, c'est rédhibitoire. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec cette sanction, on dépasse le cas Sarkozy et on est, je dirais, alors il y a les pour, il y a les contre, mais ça décrédibilise l'État français. Un mot pour Jules Laurent. Et on se met d'accord en fait, on est tous d'accord. Là on n'est pas d'accord. Un petit peu la contradiction. Le seul endroit où on n'est pas d'accord, c'est que moi je suis vraiment pour que, même si c'est des méthodes illégales, s'il y a des choses à révéler qui sont d'intérêt public. On ne peut pas être illégal quand on est dans la justice. Je suis pour. On est avec Fouquier-Tinville en 1793. Ça veut dire je parle des journalistes. Une je parle personne pas à la fois. De la justice. Jules Laurent, une personne à la fois. Je parle Jules Laurent. cette fois-ci des journalistes. Si jamais un journaliste pouvait c'est pas la même chose, des journalistes. Écoutes, c'est pour le cas des journalistes, je trouverais ça normal qu'ils puissent révéler ces informations parce qu'elles sont d'intérêt public. Pour un journaliste, du côté de la justice, il est évident que oui, là on se pose à un cas qui est beaucoup plus complexe, qui montrerait... Vous devriez réfléchir au fait que les journalistes sont les plus honnis avant les politiques. C'est vrai. Ils sont pas là pour être aimés. Mais ils sont pas là pour être aimés. Les journalistes sont pas là. Il faut de l'audience. Les journalistes sont pas là pour se faire élire. Ils sont pas là pour être aimés. Une politique à la fois. On va ramener J'ai dit une personne à la fois. On va ramener un tout petit peu de calme dans nos débats, chers amis, pour qu'on puisse vous comprendre. C'est ça qui est important. Surtout si vous parvenez à vous mettre d'accord. On va parler de François Bayrou dans quelques instants. Autre sujet, tiens, un brin inextricable. François Bayrou, le serial gaffeur. Quelques jours à Matignon. Déjà usé. Est-ce qu'il va s'en sortir? Tiendra-t-il moins longtemps que Michel Barnier ou pas? On va en parler tout de suite avec vous. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. François Bayrou attendu à l'Elysée dans l'après-midi, qui devrait soumettre une liste à Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle sera validée? Est-ce qu'on connaîtra enfin ce nouveau gouvernement? Qui pourra entrer au gouvernement Bayrou? Vaste question. Qui a encore envie d'y entrer après les premiers jours de François Bayrou dans ses fonctions de Premier ministre? On en débat. Mettez-vous d'accord avec Jacques Millard, Jules Laurent, Jean-Philippe Dugoin-Clément et Sophie de Menton. Bon, on va peut-être passer rapidement sur les débuts chaotiques de François Bayrou. Après tout, on ne va pas parler de sa gestion de Mayotte tous les jours. Mais qui peut encore monter à bord de ce bateau? Vous aviez ce matin Boris Vallaud, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'était l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Il n'a pas annoncé une censure, mais en tout cas, il n'a pas non plus annoncé une grande velléité de voir des gens de gauche dans ce gouvernement. Et on lui a demandé s'il accepterait, si on lui proposait?
On lui a posé beaucoup de questions à Boris Vallaud. Celle-ci précisément, j'ai un doute. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas dit qu'il accepterait d'être ministre. Vous le sauriez partout aujourd'hui. Un gouvernement centriste rabougri sur ce qui reste de la majorité présidentielle, Jacques Millard, pour vous, ou alors un gouvernement dans lequel un Bruno Retailleau peut encore avoir sa place? Je vais vous dire franchement, moi, lorsque j'ai appris la nomination de Bayrou, j'ai cru que c'était le 1er avril. C'était un gag. Parce que je le connais depuis longtemps. Vous savez, lorsqu'il a été ministre, et je l'ai connu, j'étais député à l'époque, il était ministre sous plusieurs gouvernements. L'éducation nationale, terrible. Pendant 4 ans sous Juppé et Balladur. Son premier objectif, c'était de ne rien faire. Vous savez, sur la méthode Cueil, qui disait « Je ne connais pas de problème aussi grave qu'il soit que l'absence de solution n'arrive à résoudre. » N'est-ce pas? Et donc, ça, c'est du Bayrou. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucune confiance dans cet homme-là, qui a un beau pathos, vous savez. Il y a un pathos où il explique effectivement que tout est compatible avec tout et réciproquement. Mais il n'en demeure pas moins qu'on va voir, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et je peux vous dire qu'à Berlin, il y a longtemps qu'on a attendu qu'il tombe. Voilà. Après, reconnaissons au moins une chose à François Bayrou, c'est sa longévité politique et son instinct de survie de politique. On en fait bio-survie. Ça peut être utile en période d'instabilité gouvernementale. C'est peut-être lui qui peut tenir le plus longtemps, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Sincèrement, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'il reste encore 30 mois d'ici à la prochaine présidentielle, et que si on change de gouvernement tous les 3 mois, on peut avoir 10 premiers ministres. Donc vous préférez qu'on reste avec François Bayrou? Je préfère rien. Je trouve qu'on est dans une situation qui est absolument dramatique pour le pays, si au niveau du Parlement et principalement de l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à trouver un corpus minimum pour arriver à faire fonctionner ce pays. Parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est ça. On est la 6e puissance économique mondiale qui n'avons pas de budget. On va subir des taux d'intérêt qui remontent. On bloque des investissements pour le pays. Et le les entreprises, on peut aimer ou pas aimer François Bayrou, on peut aimer ou pas aimer Michel Barnier. La question, c'est est-ce qu'on est capable, quel que soit le Premier ministre, au Parlement, entre les différents groupes, les différents partis politiques, ce qui se fait dans toutes les grandes démocraties au monde, de parler entre des gens qui ne s'aiment pas, qui peuvent s'insulter pendant des périodes électorales, qui peuvent porter des valeurs totalement... Enfin, quand en Allemagne, on assiste à des coalitions parfois entre les libéraux et les Grünen, on est incapable, mais ça permet quand même de faire des gouvernements qui arrivent à tenir plus de 3 mois. On est le seul pays au monde, vous allez en Italie, en Espagne, en Israël, en Allemagne... Retailleau et un socialiste au gouvernement, mettez-vous d'accord? Mais peu importe, ça ne me choquerait pas. Il y a une question d'intérêt national. La question n'est pas de dire qu'on aime ou qu'on vend son âme, la question est de dire est-ce qu'on souhaite qu'on ait 10 premiers ministres pendant 2 ans et demi, parce que c'est ce vers quoi on va. On en a eu 4 en un an. Non, Jean-Philippe, on va vers la crise de régime. Et j'en suis intimement convaincu, et ça se résoudra effectivement au premier trimestre 2025. Jules Laurent. C'est quoi la crise de régime? Jules Laurent. Et on a la crise de régime, Macron part. Comment il fait? Il veut pas. Jules Laurent. C'est pas question de la parole est à Jules Laurent. Je laisse à distance parfois. On a un distinguo absolument incroyable entre les aspirations de la population française sur les questions fiscales, les questions d'immigration, les questions de sécurité, les questions de pouvoir d'achat, et la représentativité qu'on va avoir avec le gouvernement Bayrou. On va demander à Bruno Retailleau, s'il va avec un socialiste, d'être un peu moins dur que la dernière fois, alors qu'il était pourtant populaire sur ces mesures. Donc on va demander à M. Retailleau d'être un peu moins ferme. Oui, mais il n'ira pas. Oui, ça n'ira. Ou alors il n'ira pas. Mais s'il n'y va pas, c'est-à-dire qu'on aura quelqu'un d'encore plus mou. C'est quelqu'un qui répond encore moins. On n'arrive pas à avoir d'écho au sein de notre gouvernement des aspirations des Français. C'est dramatique. Est-ce que les Français ont besoin de voir un gouvernement avec une écologiste, un socialiste, un homme des Républicains? Ça ne marche pas. En fait, il faut arrêter le en même temps. Il faut un moment accepter. Non, il faut un programme de Bayrou. Il faut un cap. Il faut un cap. C'est ce qu'on n'a pas depuis avec Macron. On n'a jamais eu de cap. Et Bayrou n'en donnera pas. Il faut un cap qui puisse s'appuyer. Moi, à mon sens, la seule solution possible la seule solution possible était celle d'avoir un équilibre entre le centre et les LR, et d'avoir la possibilité de Marine Le Pen qui fait une motion de censure ou non. C'est la seule possibilité. C'est peut-être comme ça que ça va se terminer. Mais c'est la seule possibilité. Je suis d'accord de revenir à cette hypothèse. Alors, je suis d'accord avec vous, sauf que là, il y aurait une première chose à faire, si j'étais François Bayrou, c'est d'arriver en disant voici mes convictions.
je peux aller, je veux effectivement l'immigration, qui donne ses convictions, c'est-à-dire un cap, c'est-à-dire ce qu'il veut vraiment lui. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, quels sont les ministres qui veulent bien venir? Je vais les demander. Et quant à Retailleau, qui a déjà dit que ça franchissait ses propres lignes rouges et que il n'avait pas envie d'y aller. Donc c'est pas qu'on va pas lui demander, c'est lui qui va pas vouloir y aller. D'ailleurs, s'il nous écoute, j'aimerais bien que Bruno Retailleau, que vous alliez au gouvernement, quitte à vous en aller immédiatement si vous n'avez pas les moyens de faire ce que vous voulez faire. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, hein, c'est ce qu'il a sous-entendu. De toute façon, il en veut des moyens. Jacques Millard, c'est toujours... Oui, non. Alors je vais vous dire une chose. Il y a quelques jours, j'ai reçu un banquier belge. Eh bien, on se moquait des Belges. Ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas de gouvernement. Oui, et la mais c'est des Belgique, Belges. un instant. Et la Belgique continue de fonctionner. J'ai même eu un préfet qui m'a dit que les Jeux Olympiques ont été réussis parce qu'il n'y avait pas de ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, effectivement, les forces centrifuges sont inconciliables dans l'Assemblée nationale. Donc, ça se terminera par une crise de régime. Et le président de la République actuelle partira parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Mais comment ça... Alors, ça m'intéresse parce qu'on dit ça. Il n'a pas l'intention de partir. On sait quand même qu'il peut être absent. Comment il fait? Non, ce n'est pas une question de... On bloque tout gouvernement et il y a un moment, il est tout seul à l'Élysée. Et donc, il ne pourra pas tenir. C'est aussi simple que ça. Mais comment ça se passe? Je ne comprends pas. Mais tout simplement parce que tous les gouvernements qui voudra monter seront renversés. Et donc, il y a un moment, il est coincé. Vous en appelez à une grève gouvernementale? Il ne peut plus gouverner. C'est une grève gouvernementale que vous voulez pour faire sortir Emmanuel Macron de l'Élysée. Jean-Philippe Dugouin-Clément? Je ne crois pas à cette solution-là. Enfin, ou sinon, c'est prôner quasiment un système révolutionnaire. La réalité, qu'un président de la République a été élu pour 5 ans et constitutionnellement, rien ne peut l'obliger à démissionner. Je peux me tromper, mais je pense qu'il ne démissionnera jamais. Quand on prend le parcours, le mode de fonctionnement, la psychologie de l'homme, je pense qu'il ne démissionnera jamais. Et donc, à partir de là, on sait qu'on a jusqu'à la prochaine présidentielle un jeu qui est bloqué institutionnellement à l'Assemblée nationale. Moi, je ne crois pas qu'une dissolution donnerait une majorité claire à quelque formation politique qui puisse être. Ça peut renforcer ou changer les équilibres, mais je ne vois pas un bloc faire plus de 290 députés aujourd'hui. Front républicain, mais qui a quand même très bien, en juin et qu'aurait juillet fait le Front National avec 200, mais qu'aurait fait le Rassemblement national avec 220 ou 230 députés? Il serait dans la situation actuelle. On aurait eu quand même un balancier plus vers la droite, plus clair, plus de poids pour le Rassemblement national. Excusez-moi, j'aimerais juste terminer. On mettrait Paris en bouteille. La réalité est que aucune garantie est qu'il puisse y avoir une nouvelle dissolution. Aucune garantie n'est donnée qu'une dissolution donnerait une majorité à qui que ce soit. Et à partir de là, quand on est député, c'est-à-dire quand on est censé être élu, c'est être responsable. C'est pas chercher à semer le chaos, c'est pas chercher à foutre en l'air les institutions de ce pays, c'est pas chercher à mettre le pays à terre pour dire il y a un président qu'on n'aime pas, on va s'en débarrasser. C'est tout simplement ce qui se fait dans tous les pays du monde, faire preuve de responsabilité, se parler et trouver des accords, peut-être un minimum, mais trouver des accords. Ça s'appelle être responsable. C'est ça, être élu. Moi, vraiment, j'insiste sur la responsabilité de tous ceux qui ont participé au Front républicain et qui se sont fait élire par les voix de la France Insoumise, certains de la France Insoumise se faisant élire par les voix des macronistes et ont vraiment... c'est vrai aussi, et alors c'est vrai, et alors Non mais d'accord, mais à ce moment-là, on a aussi un manque de représentativité, sachant que le RN aurait dû faire encore plus. Vous reprochez aux Français d'avoir voté contre la possibilité d'avoir Jordan Bardella. Je dis pas que c'est illégal, je dis simplement que c'est ça aussi qui a bloqué le jeu. Non mais les causes, on les connaît. Oui, mais si on veut débloquer le jeu, alors il faut arrêter d'être dans cette logique de Front républicain, il faut accepter la fin du cordon sanitaire. C'est comme ça qu'on débloque le jeu en France. Chers amis, vous vous mettrez d'accord une autre fois. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Mais je suis pas loin d'être d'accord là. Vous n'êtes pas loin d'être d'accord, Sophie de Menton, c'est très bien. C'est qu'au moins l'émission aura réussi au moins une chose. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir débattu aujourd'hui sur Sud Radio. Jacques Millard, maire de Maison Lafitte, en duplex de votre ville. Je rappelle votre livre, par ailleurs, Bye Bye Démocratie, chez Lafon Presse. Jules Laurent, rédacteur en chef du Média Frontière. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI d'Annecy, vice-président de la région Île-de-France. Oui, Mency, pardon, j'ai dit un peu vite. Exactement. Et puis Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Restez sur Sud Radio, chers amis, continuez à parler vrai, à suivre Berkoff dans tous ses états, juste après le journal de midi. Bonne journée à vous.